Mes vies ne se mélangent pas. Au collège, je ne parle pas de la boxe. Pas plus que du collège à la boxe. Ils ne savent pas. C'est une forme de liberté, de garder ses vies bien cloisonnées. Priscilla, seule, est au courant. Elle vient me voir boxer à l'entraînement. Elle s'y mettrait bien, elle aussi. Mais sa famille refuse. Pas question d'aller boxer à Ménilmontant. Chez elle, ce n'est pas la boxe qui dérange. C'est Ménilmontant. Je sais aussi qu'elle n'aime pas venir chez moi. Non que ma Syrie refuse que j'amène des amis. Elle est au contraire toujours hospitalière et même chaleureuse avec eux. C'est l'ambiance du 140 qui l'inquiète et l'indifférence vaguement hostile à laquelle se heurtent les étrangers à la cité. Le regard des garçons, aussi sûr des filles déjà grandes. Elle n'est pas la dernière à faire des bêtises, hein. Mais de là à se sentir à l'aise, il y a un pas. On a beau partager beaucoup, à quelques immeubles de distance, on ne vit pas dans le même monde. Nous sommes sans un sou. Toutes les tentatives de Sally pour trouver du travail sont vouées à l'échec. Et quand il trouve, ça ne dure pas. J'ai 5 ou 6 ans quand il quitte Renault. Je le revois qui se présente devant ma mère et s'excuse. Plus de travail, je me suis fait virer. Ils parlent souvent, tous les deux, de l'argent qui manque et du travail qu'ils ne trouvent pas. D'autant qu'il faudrait pouvoir envoyer des mandats au village. Sally n'arrive pas à pousser la porte de l'Eldorado. Il reste coincé sur le sol. Il n'y a pas de sortie de secours. Maintenant qu'il a entraîné une femme dans son histoire et qu'ils ont des enfants, il ne peut pas faire le chemin du retour. Il y perdrait ce qui lui reste, la passe. Et comment fait-il pour ne pas trouver du travail difficile, mal payé? Il y en a. Dans les nettoyages, le gardiennage ou sur les chantiers. Et peut-être qu'il offre de très bons arguments à ceux qui ne veulent pas l'employer. Étourdi, colérique, insolent, paresseux. Après tout, je pense raisonnablement qu'il est le seul responsable, le maître maladroit du destin qui est le sien. Mais j'entends simultanément la voix africaine de ma mère qui évoque Massou. J'entends le murmure des mots terribles et la malédiction portée sur le fils. Déraisonnablement, je sais qu'il a été nourri. L'ombre de Massou porte sur lui. Je pense double, comme on voit double. Je pense simultanément dans deux mondes inconciliables. Et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc surtout, vous gênez surtout pas, posez-moi autant de questions que vous le voulez. Voilà, n'ayez aucune gêne. Allez-y franco. Mon destin français, né avec l'arrivée de mon père à la fin des années 60. Donc il récupère donc la carte pas forcément du séjour à l'époque, mais bon, en tout cas il récupère la carte qui lui permet donc de venir en France de son grand frère. Ça se faisait, c'était quelque chose de très très courant. L'administration française dans l'absolu n'était pas très regardant justement. Ok, il est noir, bon, ça se tient, les noirs sont interchangeables. Donc il arrive comme ça en France. À cette même époque arrivent les Africains, ils arrivent seuls, ils rentrent chez eux dès qu'une autre personne de leur village les remplace. Logés dans des foyers insalubres, ils se présentent chaque matin aux portes des usines, exemple d'un entretien d'embauche de l'époque. Tu n'as jamais travaillé en usine? Jamais de l'usine. Jamais? Oui, l'usine n'est pas Afrique. Il n'y a pas d'usine en Afrique? Il n'y a pas d'usine en Afrique. Tu es cultivateur là-bas? Oui. Tu es cultivateur aussi? Cultivateur d'Afrique. Bien. Oui.
Tu auras le numéro 487. 487. 87. Dis-le. 487. 487. T'as compris? Oui. Alors, moi, demandé à toi en taureau, toi tu dis boulot Bocard, Oui. numéro 487. Mais ceci vous dire que voilà, à l'époque, il n'y avait pas, enfin, les allers-retours se faisaient, enfin, on faisait des allers-retours constants, exactement, entre la France, le Mali, on venait, on travaillait un peu, on gagnait un peu d'argent, on retournait au pays, on se posait, et puis quand il était temps de revenir, on revenait, enfin, il n'y avait pas du tout cette espèce de rigidité, enfin, qu'il pouvait y avoir actuellement, où maintenant, si vous n'avez pas enfin, les papiers d'identité qui vous permettent de rentrer sur le territoire, c'est juste... c'est possible, en tout cas, dans ce cas-là, vous êtes clandestin, vous n'avez aucun droit sur le territoire. Et c'est vrai qu'effectivement, à la fin des années 70, début des années 80, il y a eu un véritable durcissement justement des lois, justement un véritable durcissement des lois qui a obligé justement ces populations à ne plus bouger, à s'installer définitivement sur le territoire français. D'ailleurs, au final, on se rend compte que ça a été une véritable erreur, justement, cette loi. Parce que, justement, des populations qui n'étaient censées être que de passage, c'est-à-dire que tous vos parents, enfin, je ne sais pas, en tout cas les miens, pour eux, c'était évident qu'ils retourneraient au pays, en tout cas, leur venue en France n'était en rien définitif. Ces vagues successives d'immigration ont permis l'expansion économique des 30 Glorieuses. Juillet 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing ferme les frontières. Cette mesure est exceptionnelle dans l'histoire de l'immigration. La fermeture des frontières inverse les tendances. Avant 75, les travailleurs venaient le plus souvent seuls. Après 75, ce sont surtout les épouses et les enfants qui arrivent. Les Africains ne pouvant plus entrer en France, ceux qui y sont déjà y restent et font venir leurs familles. 5 ans après la fermeture des frontières, la population africaine a doublé. L'immigration a permis aux ouvriers français de se hisser dans l'échelle sociale en abandonnant peu à peu les travaux pénibles et mal payés. On n'immigre pas impunément. C'est-à-dire que les années que vous passez à l'étranger vous changent profondément. Vous changent les rapports entre le père et la mère, entre les parents et les enfants, changent vos habitudes de consommation, vos habitudes de loisirs. Et en même temps, il me semble qu'il y a une raison aussi très très profonde qui est celle que pendant votre absence, le pays change lui aussi. C'est-à-dire qu'à l'occasion de ces vacances que vous passez au pays, vous vous rendez compte de plus en plus que le pays ne vous a pas attendu, qu'il a lui-même changé, et que vous êtes de plus en plus, en quelque sorte, étranger à ce pays que vous avez laissé. Je me revendique et je me considère comme étant française, pleinement française. Après, effectivement, j'ai hérité d'une double culture. J'en suis très très fière de ma culture malienne. Le fait justement de dire que je suis française ne signifie en rien que je rejette justement tout cet héritage. Il fait partie de moi et j'en suis vraiment très très fière. Après, c'est vrai que moi, en tant qu'individu, en tant que femme, je me considère comme française. En plus, il serait d'une hypocrisie absolue de dire que je suis malienne ou autre. Je ne connais pas le pays de mes parents. Il y a un élément central, en tout cas, de l'héritage de mes parents, en tout cas de ma mère, c'est le dambé. En fait, le dambé, c'est une valeur, un principe moral qui se transmet de mère en fille. C'est-à-dire que ma mère l'a reçu de sa mère, et puis, donc elle aussi, logiquement, me l'a transmis. Donc le dambé signifie, la traduction la plus proche en français serait la dignité. La dignité, justement, c'est avoir un comportement donc, adéquat en toutes circonstances. Peu importe que le moment soit difficile, il faut justement rester digne. Pourquoi pas une autre fois. On va se dire comme ça. Je te laisse le temps, comprendre.
Benton, je suis désolé, ton honneur est en jeu. Hein. Oh non, faut pas le faire. Je te laisse surtout pas. Voilà, exactement. Alors voilà. Résiste. C'est pas grave, tu es sûr de toi, tu es sûr de ton. Vous avez vraiment. Benton, fais attention, sinon on va vraiment mettre les gants. Ça fait super plaisir de lire votre livre. Ça nous a permis de dire comment une personne a pu réussir quand même, malgré le passé. Et ça a fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. On vous a posé des questions. Et voilà, ça vous fait plaisir et merci. Merci à vous aussi. Merci aussi à votre CPE, à votre professeur justement, qui ont permis que le moment soit, en tout cas que cette rencontre soit possible. Et de toute façon, moi je vous dis franchement, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que moi aussi c'est hyper enrichissant de vous rencontrer. Il ne faut pas croire que, voilà, pour le coup c'est un véritable échange. Et moi voilà, je repars aussi enrichie de ces rencontres, c'est-à-dire que là pendant le trajet de retour je vais être là, hein, c'était superbe, donc non c'est un véritable échange et merci.